OK, alors bonjour tout le monde. Merci d'être présent à notre Milliardaire Mindset Club. Et nous sommes actuellement en Martinique, moi et Jésabelle, pour présenter des séminaires. Et ça nous fait plaisir de faire notre présentation du Milliardaire Mindset Club à partir d'ici. Des joies de l'électronique, des possibilités de l'électronique, de l'Internet. Ça nous permet de faire le tout à distance. Le mois prochain, je vous informe tout de suite qu'on va être en présentiel. À la fin, Jésabelle va vous annoncer la date tout à l'heure. On va être en présentiel. Et bien sûr, l'électronique, c'est très agréable, mais le présentiel est difficile à battre. On aime bien avoir le contact avec les gens. Et nous serons de retour de la Floride le 15 avril, juste à temps pour préparer l'événement une semaine ou deux plus tard. Alors, Jésabelle nous a préparé une superbe présentation encore cette semaine avec un invité de marque que je vais lui laisser le plaisir de présenter tout à l'heure. Alors, le thème principal ce mois-ci, c'est comment traverser l'adversité rapidement et facilement. Et pas besoin de vous dire que depuis 2 ans, on vit dans l'adversité, depuis 3 ans bientôt, avec la COVID et maintenant la guerre en Ukraine, qui, selon moi, avec tout ce qui semble être camouflé, c'est une guerre mondiale, la façon où ça se déroule, sauf que pour le moment, on n'a fourni que des armes, mais ça crée une adversité. Alors, comment est-ce qu'on doit réagir à ça? Comment est-ce qu'on peut contrôler nos émotions face à cette adversité? Alors, c'est le thème principal qu'on va vous entretenir aujourd'hui. Jésabelle a des très bons points et notre invitée a aussi d'excellents points, étant une ex-athlète professionnelle elle-même. Alors, elle va vous démontrer par leur technique comment est-ce que ces personnes-là réussissent à performer. Alors, je ne vais pas voler la présentation à Jésabelle et on peut commencer avec notre diaporama. Alors, la mission, Jésabelle, c'est toi qui la présente, je te laisse le faire. Oh oui, merci. Donc, la mission de notre milliardaire Mindset Club, c'est vraiment accueillir les rassemblements des hommes et des femmes qui ont comme ambition de sortir de leur zone de confort et de servir de la puissance mentale pour atteindre ces objectifs de milliardaires. Dans un environnement collaboratif et de soutien, et ça veut dire qu'on est là, comme Jacques a dit toujours, vraiment le succès, c'est 80% la mentale et 20% la technique. On est là sans jugement et pour se renforcer mutuellement et ensemble on grandit. Donc, voilà, et le cofondateur, c'est M. Jacques Lépine, et je voudrais le présenter. C'est un homme d'affaires, ça fait plus de 40 ans que lui, il est dans le domaine immobilier. Il a débuté, vraiment son idée a débuté dès qu'il était à Ottawa, là pour étudier son université. Et après, avec le temps, il a développé le goût de l'immobilier et il s'est trouvé un petit plus isolé dans ces moments-là au Québec. Il a voyagé beaucoup aux États-Unis pour avoir des séminaires. Donc, c'est là-bas qu'il a dit, OK, je suis prêt pour partager mes connaissances. Il est le fondateur du Club des investisseurs immobiliers du Québec. Cofondateur y président de la Société de Crédit Immo Québec, aussi cofondateur y président de l'Association des prêteurs hypothécaires privés du Québec, et aussi il est le cofondateur et vice-président de la Fondation Jésabelle et Jacques Lépine. C'est un organisme non lucratif et ça, c'est vraiment de notre ressource, ça sort de notre ressource propre. Nous n'avons pas pour le moment des apportations des autres organismes, mais ça va venir, on est ouvert pour travailler avec les gens, pour améliorer la société, vraiment, donner un peu de tout ce qu'on a déjà. Et il est auteur aussi de 7 livres best-sellers au Québec. Il vient de sortir un livre. Jacques, tu voudrais parler avec M. Ray Vincent, qui n'est pas là à cause qu'il a des autres projets, mais il va être dans notre corps toujours cofondateur avec nous de vos clubs. Oui, alors le dernier livre qu'on vient de sortir au début mars s'appelle Attiser le feu sacré. Et c'est un recueil de réflexion où on se permet de donner des conseils aux gens, comment améliorer son mental, comment attiser le feu sacré qui dort en nous et performer davantage. Donc, c'est un livre d'environ 200 pages où on a mis toute notre passion, moi et Ray, pour vous transmettre des observations qu'on a fait auprès de d'autres personnes à succès dans tous les domaines d'activité. On ne parle pas d'immobilier précisément, alors dans tous les domaines d'activité.
Et on espère, et sûrement que ça va déjà être un best-seller. En tout cas, il est rendu international parce que j'en ai apporté des copies avec moi en Martinique. Donc, il se vend au Québec et en Martinique actuellement. Je vous encourage à l'acheter. Il est disponible sur le site de Société de crédit IMO Québec, où on a une boutique en ligne. Et il est aussi dans toutes les librairies du Québec actuellement. Alors bonne lecture à tous. Et maintenant, si je peux changer de diapositive, je vais présenter Jésabel, qui détient un baccalauréat en tourisme et originaire du Mexique. Elle a plus de 16 ans d'expérience dans la gestion et la direction d'hôtels Grand Turismo à Cancun et Mexico, entre autres Marriott International, Melia Hôtel International. Elle est investisseur immobilier au Mexique et au Québec et en expansion rapide actuellement. Cofondatrice et présidente de la Fondation Jésabel et Jacques Lépine, organisme sans but lucratif dont le but est d'aider les gens qui ont des projets quelconques ou des gens qui ont des difficultés à sortir de ces difficultés-là. Co-fondatrice et vice-présidente de la Société de crédit IMO Québec, qui est notre principal cheval de bataille et le commanditaire principal du milliardaire Mindset Club, où on fait du crédit, du prêt privé en termes simples auprès d'investisseurs immobiliers qui ont des beaux projets à nous présenter. Co-fondatrice et vice-présidente de l'Association des prêteurs hypothécaires privés du Québec. Et bien sûr, la cofondatrice de Milliardaire Mindset Mind et la principale organisatrice, c'est elle qui décide avec son petit conseil d'administration de l'orientation de ce club. Alors, c'est une femme passionnée, très dévouée et très courageuse aussi. Alors, évidemment, je ne cache pas qu'elle est mon épouse. Et ça a pris beaucoup de courage pour elle de changer de pays. Quand tu changes de pays, tu abandonnes tout sur place et tu repars à zéro dans un autre pays. Donc, c'est un gros acte de foi. Et félicitations et merci. Une femme très courageuse. Elle a eu de belles expériences et on a tous avantage à l'écouter et à la côtoyer. Alors, merci, Jésabel, d'être avec nous. Merci, Jacques. Mais le poste plus important pour moi, c'est être la maman de Thierry et l'épouse de Jacques, bien sûr. Merci. Alors, on va reciter notre mantra du milliardaire. Je vous invite à le répéter chacun chez vous après moi. J'ai un revenu annuel de 1 milliard. J'ai un revenu mensuel de 883 333 et 333. J'ai un revenu hebdomadaire de 20 833 333. J'ai un revenu horaire de 124 007. J'ai un revenu par minute de 2 066 $ et j'ai un revenu par seconde de 34 $. Alors, bien sûr, le but de ce mantra, c'est de vous faire sortir des vieux carcans qu'on peut avoir, des craintes qu'on peut avoir. Alors, en récitant des mantras comme ça influence notre subconscient. Ça influence notre subconscient à voir plus grand que ce qu'on a été habitué de voir et de sortir de nos limites et sortir un petit peu de nos zones de confort. Alors, je vous invite à le lire à tous les jours et en faire une habitude. De cette façon-là, vous allez sortir, comme je vous disais tout à l'heure, de vos zones de confort et voir de plus en plus grand. Suivant. Alors, l'économie mondiale. Jésabel, est-ce que tu veux commencer? On va alterner tous les deux dans cette présentation-là. On va donner un petit cours d'économie actuellement pour voir qu'est-ce qui se passe, comment analyser tout ça, comment réfléchir dans tout ça, où se positionner tout le monde. Mais oui. Vraiment, on a changé un peu la formule aujourd'hui pour parler de l'économie dans le point de vue de M. Jacques Lépine et mon point de vue que c'est différent. On voit les choses des fois de manière plus, moi comme une femme, lui comme un homme, mais on a trouvé bien les milieux pour vous donner une version objective de qu'est-ce qu'il passe maintenant. Parce que vraiment, dans les journaux et dans beaucoup de médias, nous n'avons pas toute cette information. C'est beaucoup de recherches, beaucoup d'études qu'on a fait déjà pour prendre de bonnes décisions, pour savoir où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on va comme société et comme des entrepreneurs, vraiment. Donc, l'économie mondiale, premièrement, on a mis les 10 top 10 pays qui ont plus les meilleurs produits en temps brut. Okay? Donc, les premières, c'est les États-Unis avec 20,89 trillions de dollars.
Mais ça, c'est clair parce que selon les recherches qu'on a fait déjà, la plupart des milliardaires, ils habitent ici aux États-Unis. Donc, et la Chine, avec 14,72 trillions de dollars, et Japon, avec 5,06 trillions de dollars. Donc, ça. Donc, avec ça, on a vu déjà, Jacques et moi, les projections à futur. À futur, on va dire à 2050. Et il paraît que la Chine, ça va prendre la première position. Après les États-Unis, il va passer. Et l'Inde, il va être troisième. Donc, avec ça, Jacques, tu voudrais donner ton point de vue? Oui, on assiste actuellement au changement de l'ordre mondial. L'ordre mondial a été créé par les États-Unis, c'est-à-dire les États-Unis ont pris le contrôle de l'ordre mondial après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est facile à comprendre comment et pourquoi. Souvenez-vous que l'Europe était détruite. Donc, l'Europe et la Russie étant détruites, l'Amérique du Nord était en situation de force parce que la guerre a eu lieu en Europe. Elle n'a pas eu lieu en Amérique du Nord. Donc, une fois que le pays d'Europe était détruit, il fallait qu'ils reconstruisent. Pendant ce temps-là, les États-Unis avaient plusieurs longueurs d'avance. Ils n'étaient pas démolis. Donc, ils ont pris le marché international très facilement. Pas besoin d'être plus intelligent que la moyenne. Il y avait le monde, il y avait tout ce qu'il fallait pour le faire et ils l'ont fait. C'est correct. Mais là, actuellement, on assiste à un changement de cet ordre mondial-là. Le dollar américain, comme valeur refuge, perd beaucoup, beaucoup de vitesse pour être remplacé par l'euro. Alors, l'euro, et peut-être que la Chine va devenir le dollar, je ne me souviens plus de yen, je pense, en Chine. Non, ça, c'est au Japon. Peu importe, le dollar de la Chine va prendre le dessus. Donc, on assiste à un mouvement d'équilibre de l'ordre mondial. Là, c'était complètement déséquilibré. Là, on s'en va vers un équilibre. Là, il arrive cette guerre-là, imprévue. En tout cas, pour la majorité des mortels, c'était imprévu. Mais cette guerre-là, est-ce qu'elle va changer la donne? Comment ça va se produire? Selon moi, j'appelle ça une guerre mondiale, même si actuellement, il n'y a pas de militaires sur le front. On envoie de l'armement, on fournit de l'armement à l'Ukraine. Donc, ça modifie un peu l'ordre mondial. Qu'est-ce qui peut arriver? Alors, c'est des surprises totales. Les deux pays, les gros pays ont des bombes atomiques en profusion. Est-ce qu'il y en a un qui va le faire? Je ne sais pas. Alors, on a une crise qui suit une autre crise, qui crée de l'inflation. Donc, suite à toute inflation, il y a toujours une déflation. Mais combien de temps l'inflation va durer? Et là, cette guerre-là modifie tellement les données, et on va en parler tout à l'heure, principalement avec le prix de l'énergie et d'autres choses. Je ne veux pas voler la prochaine diapositive, mais ça modifie le tout. Ça modifie le tout. Mais il ne faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur d'avoir peur. L'immobilier va toujours exister. Quelles sont les chances que la guerre traverse en Amérique du Nord? Il n'y a aucun intérêt pour ça. C'est trop difficile. À l'est, on a l'océan Atlantique. À l'ouest, on a l'océan Pacifique. Au nord, on a le pôle Nord. Alors, c'est impossible de venir par le nord. C'est presque impossible d'arriver chez nous par les océans Atlantique et Pacifique, à cause qu'on va les voir venir de très longtemps. Là, il reste les missiles balistiques, les missiles intercontinentaux, supersoniques. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quelles seront ces guerres-là? Comment est-ce qu'elles vont évoluer? Est-ce que ça va être par armement, par destruction? Je pense que ça va être plus par intimidation. Oui. Juste comme exemple, si actuellement, on détruisait quelques satellites par où l'Internet passe, imaginez-vous comment est-ce qu'on serait bloqué. On ne peut plus rien faire. Mais aussi, on va parler de ça plus tard à profondité, parce que c'est une cause, Jacques, c'est vrai, c'est une cause la guerre, mais il y a des autres facteurs qui l'ont changé vraiment l'économie dans ce moment. Et ce n'est pas une chose qui vient d'hier ou de l'année passée. C'est vraiment aussi toute l'inflation que les États-Unis ont créée à cause de l'impression de l'argent sans avoir vraiment un bon soutien d'or, des actifs vrais derrière ça. Donc, Jean-Sébastien, est-ce que tu peux changer, s'il te plaît, la page? Oui. Donc, on a déjà des problèmes réels que ce sont là, comme l'hausse des prix de l'énergie, parce qu'on est tellement, les gouvernements, ils l'ont attendu tellement pour être dans l'énergie propre, que maintenant, on dépend toujours de tous les produits de pétrole
Et avec le COVID, on a déjà eu un gros changement dans le prix du pétrole. Et Jacques, si tu voudrais parler un petit peu à profondité aussi, parce qu'on a le problème de l'échange d'approvisionnement à cause de que la COVID, il a fermé les frontières et la Chine était isolée à cause de que le virus vient de la Chine et personne peut, on a dépendu tellement, on a réalisé maintenant que la mondialisation, c'était vraiment un message parce qu'il a bénéficié seulement à 4 pays, 3 pays les plus puissants. Et donc, on a vu que nous n'avons pas la production de nos propres machineries dans chaque pays. On dépend toujours de l'extérieur, même de la nourriture. Donc, voilà, Jacques. Alors oui, la mondialisation, on assiste à un échec de la mondialisation parce que je ne comprends pas que les politiciens n'ont pas pu venir voir ça d'avance, que dépendre, exemple, le pétrole de la Russie. La Russie, depuis combien d'années que c'est un pays que tout le monde se méfiait? Là, en 1991, l'URSS s'écroule, on redevient indépendant, chacun de ces petits pays-là. Et là, on commence à utiliser le pétrole de la Russie, entre autres l'Allemagne, qui est presque 100% dépendante du pétrole de la Russie. Alors, comment est-ce que des politiciens peuvent prendre des décisions comme ça pour nous créer un problème futur? Alors, au moindre petit conflit, on est capable de couper les valves. Mais de l'autre côté, si ces pays-là, si la Russie coupe les valves, elle va perdre énormément de revenus, donc l'économie de la Russie va s'écrouler elle aussi. Alors, quoi qu'il en soit, la hausse du prix de l'énergie est catastrophique quelque part parce que ça entraîne de gros problèmes d'inflation, de gros problèmes d'approvisionnement. Parce que les coûts de transport vont augmenter. Les coûts de transport augmentant, on va augmenter le coût de la nourriture. Ça augmente plus vite que les salaires, que les revenus des gens. Et la chaîne d'approvisionnement a été brisée lors de la COVID, lorsque je vous avais dit qu'ils ont fermé toutes les frontières. Donc ça, c'est le problème réel. L'inflation. Et même aux États-Unis, Jacques, ils ont dit que le prix, il a monté 7%, et ce n'est pas vrai, c'est presque 30% que le prix des produits a monté. Ouais. Donc, les États-Unis pour nous, c'est comme les débuts de tout. On dépend tellement des gouvernements et de toutes les lois ou les projets qu'ils ont à futur, que si les États-Unis il a une petite maladie, tout le monde les centre dans quelques moments. Ouais. Donc, pour nous, suivre les États-Unis, c'est important aussi parce que c'est les berceaux du capitalisme. Oui. Donc, alors, quelque part, on voit que le président Trump était très contesté, mais il y a certains points où il avait raison. Recommençons à produire chez nous. Et c'est là la catastrophe de la mondialisation. On a produit dans des pays en développement, entre autres la Chine principalement. Et là, on a arrêté de produire ici. Donc, nos usines sont désuètes, non fonctionnelles. Les machineries sont désuètes, ils ne peuvent plus s'en servir. Et pire que ça, le know-how est rendu à l'extérieur. Donc, avant qu'on recommence à construire des usines et qu'on récupère le know-how, il va se passer une vingtaine d'années. Donc, c'est une dépendance qui a été créée, soi-disant. Oui, Jacques, mais pour exemple, la Russie, maintenant, il était le producteur numéro 1 de blé. Il était le distributeur à beaucoup de pays. Donc, dans quelques mois, on va avoir un problème de famine. Il y a beaucoup de pays qui sont dépendants du blé de la Russie. Alors, ils n'ont fait pas la récolte. De même, ils ont coulé le blé parce qu'ils ont été bloqués dans la mer pour que les bateaux ne sortent pas à faire le commerce. Ouais, donc, ce sont des petites choses qu'on devrait voir comme maintenant macro, mais ça va venir micro de plus en plus. Oui. Actuellement, on apprenait ce matin qu'il y a certains bateaux qui transportaient du blé ont été coulés par la guerre en Ukraine pour sortir de la mer Noire, etc., etc. Alors, c'est jamais drôle une guerre. Ça va créer de la famine, ça va créer de la misère, mais ça crée aussi par après une reconstruction. Alors, on détruit pour reconstruire. Ça semble absurde, là, mais on se trouve à faire de la destruction, mais on reconstruit par après. Alors, la prochaine diapositive, les problèmes réels. Bien sûr qu'actuellement, la guerre russo-ukrainienne est un énorme problème. Et comme je vous disais, l'OTAN actuellement est en train de traverser des troupes en douce, mais il y a même des soldats un peu partout
autour, au cas où on aille à intervenir, mais on fournit des armes à l'Ukraine. Fait que l'Ukraine a fait une résistance beaucoup plus forte que la Russie pouvait le croire. Mais tant qu'à moi, c'est une guerre, ça. Là. On envoie des hommes ou non, on envoie de l'armement, c'est l'équivalent. Et on a la pandémie sanitaire actuellement. Que ça va venir de plus en plus, ça peut-être va prendre plus de temps, une autre pandémie après l'autre, parce qu'ici, aux États-Unis, par exemple, ils parlent déjà d'un quatrième vaccin. Donc, c'est comme ça, et il n'y a pas rien à ajouter, non? C'est notre réalité. Peu importe ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'on veut, qu'on conteste ou non, on nous impose des choses. Et la décision revient à chacun, j'accepte ou j'accepte pas. Si on n'accepte pas, bon, on s'isole un peu. Si on accepte, peut-être qu'on nous empoisonne à petit feu, je ne sais pas, ou on prend le contrôle de nos corps, j'ai aucune idée. La décision revient à chacun, mais je vois ici, en Martinique, le port du masque est obligatoire partout. Et c'est même passible d'emprisonnement. Si tu ne le portes pas, des amendes et tout et tout. On est très sévèrement critiqué si on rentre quelque part sans avoir porté le masque. On est arrivé hier et déjà là, on s'est fait avertir à quelques reprises. Donc, la crise sanitaire existe encore ici en France, en Martinique, entre autres. Mais c'est bon d'avoir l'information, Jacques. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, pour Canada, par exemple, et je voudrais vous partager que toutes les choses qui arrivent maintenant dans le monde, c'était déjà planifié. Après la Deuxième Guerre mondiale, selon le Forum Economic Forum, ils ont fait un rassemblement pour dire qu'est-ce qu'il va passer d'ici à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Donc, ça, c'est de même, je ne sais pas si vous avez écouté, mais dans le World Economic Forum, ils ont dit qu'à 2030, on va voir rien, mais on va être heureux. Donc, ça, c'est la mentalité des gens qui dirigent le monde. Mais aussi au Canada, on va se focuser maintenant plus dans notre coin. Et au Canada, on a trouvé cette information qui est importante pour vous, parce que c'est important d'être informé, pas pour être victimisé, non, c'est pour prendre les bonnes décisions dans les suivantes années et savoir qu'est-ce que le gouvernement il a dans la tête pour qu'on puisse surfer avec eux. OK? Ouais. Donc, Jack, si tu voudrais parler de l'immigration qu'on va voir chez Canada. Effectivement, le Canada, nous sommes un très, très grand pays en superficie, mais un très petit pays en population. Donc, on a de la place énormément pour de l'expansion. Étant donné que la population canadienne ne se reproduit pas assez, et étant donné de tous les services qu'on s'est donnés, on ne peut pas y arriver si on n'accepte pas l'immigration et si on n'augmente pas l'immigration. Donc, on a découvert que, et ça a commencé dans le temps de M. Mulroney, lui-même a annoncé une fois qu'il faudrait qu'on accepte plus d'immigration parce qu'on ne sera pas capable de tenir le coup. Donc, d'ici l'année 2100, les prévisions du Canada, c'est d'augmenter la population de 36 millions actuellement à 100 millions d'habitants. Et le seul moyen d'y arriver, c'est par l'immigration. Alors, imaginez le boom économique que ça va créer au Canada. Ça devient un peu une terre promise si on prend les expressions de la Bible. Le Canada devient une terre promise. Parce qu'au nord, on est presque inattaquable à cause du pôle Nord et de toute l'air arctique. À l'est et à l'ouest par les océans et au sud, on est protégé par les Américains. Donc, le Canada est en très, très bonne situation mondiale. On a une des plus grandes réserves d'eau douce au monde. Le réchauffement de la planète crée qu'on a de plus en plus de terres agricoles cultivables dans le plus nord. Actuellement, la bande habitable était dans le sud du Canada et regroupée entre le Québec et l'Ontario principalement. Sauf que l'immigration, évidemment, pour la croissance du Canada, l'immigration est un peu une épine dans le pied pour le reste du Canada, au Québec, parce qu'on a notre propre ministère de l'immigration et on veut, pour protéger la langue française, accepter des gens qui vont accepter d'apprendre le français. Alors que le reste du Canada, ils n'ont pas besoin de ça. Donc, l'immigration va se passer beaucoup plus dans le reste du Canada que chez nous, parce que les gens vont choisir fort probablement l'anglais ou le français. Donc, le Québec est appelé à diminuer et le reste du Canada à grossir. Mais il reste que dans l'ensemble du pays, la population est censée passer de 36 millions à 100 millions, soit une augmentation de 163 %. Imaginez les conséquences de tout ça économique à tout point de vue. Immobilier, spéculation, le transport, les services de toutes sortes. Imaginez n'importe quoi, l'alimentation, tout. Si on part de 36 millions, imagine tout ce que ça va prendre. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça une terre promise, c'est qu'il y a un énorme potentiel au Canada
et un énorme potentiel de protection, que c'est presque impossible qu'il y ait des guerres chez nous parce qu'il n'y a pas d'avantage. On est juste 3 pays en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, Mexique. Et donc, ça crée le moins de conflits possible, alors qu'en Europe, ils ont beaucoup de pays et de cultures différentes. Donc là, ils ont créé l'Union européenne, ça a aidé beaucoup, mais avant l'Union européenne, chacun avait sa mentalité. Les Italiens avaient leur mentalité, les Français, les Espagnols, les Polonais. Alors imagine toute la diversité qu'il y avait dans ça et chacun cherchait à envahir des territoires. Mais ici, en Amérique du Nord, ça ne s'est pas produit. Ça s'est construit à partir d'immigration et on a une unité. On a les États-Unis d'Amérique et le Canada, qui, tant qu'à moi, est comme un 50e État américain. Oui, par contre, Jacques, je pense que c'est un bon moment d'ouvrir notre esprit parce que, comme tu as bien dit, les gens qui arrivent pour immigration, c'est des main-d'œuvre qualifiés déjà. Et au Canada, il y a une belle immigration. Les gens se sont déjà avec des études professionnelles pour s'intégrer dans les marchés. Mais comme tu as bien dit, on va avoir plusieurs de gens qui arrivent qui parlent anglais. Donc, on devrait protéger la langue française, oui, c'est sûr, mais pour les affaires, je trouve que c'est une bonne chose écouter et être unis la partie ouest de l'Est Canada pour améliorer la qualité de vie et aussi pour le développement de l'économie. Donc, je suis tellement fière d'être partie de la société québécoise, mais plus que j'ai vu que les femmes québécoises sont des femmes très actives dans les marchés de travail et aussi ils ont arrêté d'avoir des enfants parce que c'est une façon de protéger ses économies aussi, sa liberté financière à long terme, mais c'est une chose qui s'améliore, je pense, de plus en plus notre société. On va avoir des migrations, on est là pour les accueillir. La plupart de nous, on est dans l'immobilier, mais si vous avez des entreprises de services aux produits, c'est bon savoir qu'on va avoir ce développement et que le gouvernement, il est déjà planifié pour ça. Donc, voilà, on pourrait passer à la suivante. Merci. Quelles sont les opportunités à venir dans l'immobilier, par exemple? En fait, il y a des opportunités à tout point de vue, là, dans l'immobilier, dans la construction, dans les transports, toutes les chaînes d'approvisionnement. L'autre diapo, s'il te plaît. Oui, mais par exemple, on devrait avoir une meilleure infrastructure, les urbanistes, on va avoir beaucoup d'opportunités pour être là et pour accueillir dans l'industriel aussi, Jacques. On a écouté déjà que Canada, à moins Québec, il y a une partie de Québec qui il est spécialisé dans les mines, les terres rares, qui au futur, pour l'énergie propre, ça c'est pour les batteries, pour beaucoup de choses, ce sont des places qui ont le potentiel aussi, les résidentiels, les commerciaux et les industriels. Donc, le nord du Québec est appelé à reprogresser. Le plan nord de l'ancien premier ministre Charest va revenir à la surface parce qu'on a une source illimitée de ressources naturelles dans le nord du Québec, dans le nord du Canada. Mais le nord du Québec est déjà prêt en infrastructure pour faire ce genre d'exploitation-là. Donc, l'immobilier, la construction, le transport, chaîne d'approvisionnement. Jean-Sébastien, veux-tu mettre la prochaine? L'énergie propre est appelée à prendre le dessus avec les lois qu'on est en train de passer, l'obligation d'arrêter de construire des voitures à gaz. Et ça, évidemment, l'énergie propre, est-ce qu'elle est si propre que ça? Chez nous, oui, on a l'hydroélectricité, mais dans les autres pays, je regarde ici en Martinique, où on produit l'électricité à partir de l'huile lourde. Donc, ça pollue. Pour vendre plus d'auto électriques, ça va prendre plus de batteries. Pour les charger, ça prend plus d'électricité. Pour exemple, Jack, à l'Espagne, la énergie, ça a monté les prix 100% ouais. dans les derniers mois. Ouais. Imaginez-vous. On est dans une place privilégiée, vraiment. Oui. L'énergie propre, bien sûr, va amener différentes choses. Là, on va avoir plus d'auto électriques, mais là, il va falloir avoir des chargeurs électriques chez nous. Et n'allez pas croire que ce que le gouvernement va perdre en taxes sur l'essence, qu'ils ne le récupéreront pas sur l'énergie propre. Alors, c'est dormir au gaz en termes simples là, de penser à ça. Alors, les transformations alimentaires, les transactions, et là, les transactions blockchain, ça commence là. On assiste à un changement là aussi. Les transactions blockchain, les monnaies numériques, la numérisation d'actifs, comme j'ai déjà parlé une couple de fois dans le club d'immobilier.
Alors, la blockchain, autant l'Internet a été la crainte du monde à la fin des années 80, début 90, on arrive actuellement à une autre étape qui est la blockchain. Et le système bancaire va être ébranlé parce que les États-Unis actuellement sont sur le point d'émettre leur propre monnaie numérique contrôlée par la Banque fédérale américaine. Donc, ça veut dire qu'on n'aura plus besoin des banques. On va transiger directement par la Banque centrale américaine, par le blockchain. Donc, le gouvernement va avoir trace de tout ce qu'on fait. Tout. Ça va être très difficile de faire quelque chose d'illégal. Oui, Jack, mais quoi, même dans les blockchains, selon ce que j'ai parlé avec les spécialistes, c'est traçable, hein, tout le temps, c'est traçable. C'est anonyme, mais c'est traçable. Tout est retraçable. Donc, alors, les monnaies numériques, plus, le blockchain, les bureaux de comptables agréés ont déjà des spécialistes du blockchain. Alors, imaginez, là, on vit un changement de l'ordre mondial, comme je disais tout à l'heure, une évolution, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est vers là que ça s'en va et c'est là que c'est rendu actuellement. Alors, familiarisez-vous. On va voir des professions qui changent, Jack. Par exemple, tous les intermédiaires, ils vont disparaître, comme les notaires, ou ils vont s'adapter à la nouvelle réalité, comme les courtiers immobiliers et tout ça. Va affecter beaucoup de gens, beaucoup de gens. Tout ce qui est de courtage, déjà le courtage en ligne à la bourse a affecté les courtiers en valeur mobilière. Alors, les courtiers immobiliers, avec ce que j'expliquais sur la numérisation d'actifs, n'ont plus besoin de courtier immobilier pour faire de la numérisation d'actifs. Ça va se vendre directement entre les individus grâce au blockchain. Alors, adaptez-vous à ça, informez-vous là-dessus. C'est là. On arrive à ça. Vous pouvez embarquer dans la parade, au lieu d'ignorer qu'il y a une parade qui s'en vient. Au moins savoir qu'il y a une parade, mais le principal, c'est d'embarquer dans la parade. Exact. Donc, la prochaine. Alors, les modèles du futur. Alors, Isabelle, veux-tu les énumérer ou j'y vais? Oui, mais c'est tellement, je ne sais pas, je suis sûre que vous avez écouté les métaversos, mais les métaversos vont changer tellement les choses parce que même si tu n'aimes pas ça, il y a un marché cible pour ça, les nouvelles générations qui se sont plus dedans, ce type de technologie, de vivre l'expérience. Donc, on parle de que maintenant, nous avons besoin de toutes les professions dans les métaversos. C'est comme, par exemple, la conception d'espace architectural virtuel, parce qu'avec les métaversos, tu peux avoir une grande maison dans tes petites lunettes et tu peux acheter tout ce que tu veux à un prix réduit comparé à la vraie vie. Mais il y a des gens qui voudront avoir ce type d'expérience et ils vont payer pour ça. Et peut-être, à long terme, il parle que tous nous, on va être embarqués avec les nouvelles générations. Donc, conseillère, par exemple, de santé virtuelle, régime alimentaire, programme d'exercice avec ta montre. Les gens qui font ça maintenant, font des applications. Si vous êtes dans le moment de diversifier votre portfolio d'investissement, voir toutes les choses de technologie qui pourraient vous donner un revenu extra si vous achetez des participations dans quelques compagnies. Par exemple, responsable des compagnies de responsables de l'intelligence artificielle, parce que de plus en plus, les machines, nous manquons la main d'œuvre, mais les machines peuvent remplacer beaucoup de tâches qu'on fait déjà. Et il y a des croisières, par exemple, qui ont un robot dans les bars pour l'accueil et pour te donner les services. Imagine-vous ça dans quelques années, et il va être imposé dans beaucoup de postes, même dans la banque, dans les hôtels. Donc, on devrait avoir une personne qui regarde et qui surveille les machines, mais les premières, la main d'œuvre humaine, il va être un petit peu supprimé et il va rester plus la supervision des machines. Donc, aussi, on va voir les algorithmes pour manipuler ou pour prendre la décision selon notre clientèle, mais c'est important d'avoir un humain qui supervise ou dirige l'éthique. Parce que c'est vrai, les machines, tu peux programmer une machine pour être très efficiente, mais la machine n'a pas la logique de l'éthique. Il peut dire oui ou les chiffres te donnent les numéros pour la rentabilité, mais est-ce que ça c'est éthique? Donc là-bas, c'est que les humains, ils vont être là pour gérer ce type de décision. Donc avec ça, Jacques, tu voudrais ajouter quelque chose?
Je n'ai pas grand-chose à dire, sauf que ce que je disais précédemment, de s'adapter. On s'adapte ou on crève. Hein? S'adapter, on n'a pas le choix. C'est ce qui arrive, c'est ce qui s'en vient. On est plus qu'à la porte. C'est déjà commencé. Mais je peux vous dire, faites attention dans l'investissement aux monnaies virtuelles. Les monnaies virtuelles, oui, il y en a qui font de l'argent, mais il y en a beaucoup qui en perdent aussi. Si je prends l'exemple du Bitcoin qui n'a pas de structure, c'est le plus populaire de tout à cause de son grand côté spéculatif. Mais je sais qu'en Angleterre, on interdit tous les guichets Bitcoin. Donc, il commence à avoir de la légifération là-dessus parce qu'on s'aperçoit que c'est une économie souterraine, qu'elle soit légale ou non, il y a une économie souterraine qui se crée. Donc, les gouvernements vont légiférer là-dessus. Ils commencent à se réveiller. Ça fait déjà 10 ans, là, ils commencent à se réveiller. C'est la lenteur normale des gouvernements. Alors, les monnaies numériques s'en viennent. Le Bitcoin, pas le Bitcoin, mais le blockchain est déjà là. Fait que apprenez là-dessus. Ça va vous être très utile dans un prochain futur très, très, très proche, demain matin. Donc, voilà, si vous avez quelques commentaires, vous pourrez écrire et lever les mains. On va prendre 3 personnes rapidement pour parler. Tout est bon? C'est tellement clair. Parfait. Tant mieux. Tant mieux, Merci beaucoup. OK. Alors, je te laisse introduire notre invité, Jésabelle. Toi, Jacques, j'aime ton introduction. Tu es mieux. OK, merci. Alors, on me fait plaisir de vous présenter Stéphanie Tivierge. C'est devenu presque une amie personnelle. On la rencontre à différents événements et on a appris à la connaître. C'est une personne extraordinaire. Elle est dans le domaine de la vente depuis plus de 10 ans. Elle a œuvré dans le domaine financier pendant 7 ans. Elle a un record de vente en nombre et en volume tout au long de sa carrière en services financiers. Bâtisseur d'équipes immobiliers multimillionnaires depuis plus de 4 ans maintenant. Stratégie en relation avec les investisseurs pour les fonds d'investissement. Alors, Stéphanie Tivierge aussi est une athlète dans le patinage artistique. Et oui. Prochaine diapositive, s'il te plaît. Je voudrais partager une chose. J'ai connu Stéphanie, ça fait 3 ans presque, parce qu'elle était la fondatrice d'une association sans but lucratif qui s'appelle Supportons les infirmières. Donc ça, elle est une femme de tête, mais aussi une femme de grand corps. Oui. Je t'admire. Merci beaucoup. Alors, Stéphanie, elle a beaucoup de choses à nous dire relativement à l'adversité. Et son premier thème, ça va être comment gérer la frustration en période d'adversité. Et pas besoin de vous dire qu'actuellement, on est en période d'adversité. Comment est-ce qu'on a été frustré au cours des 2 dernières années de voir l'isolement qu'on nous a imposé. On vivait seul, chacun chez nous, interdit de voyager, interdit de ci, interdit de tout. Donc, ça a créé de l'adversité. Là, on sort à peine de ça, puis on a une guerre qui nous a créé une insécurité. Alors, ça peut se gérer. Fait que Stéphanie, de par sa carrière, son temps d'athlète professionnel, elle a appris à gérer ces choses-là. Fait que Stéphanie Tivierge, s'il te plaît, présente-nous cette belle présentation et cette belle façon de gérer l'adversité et la frustration. Yes. Bien, merci, Jésabelle. Merci, Jacques. Ça fait vraiment plaisir aujourd'hui de partager le stage virtuel avec vous. Oui, merci vraiment du préambule. On a appris à se connaître à travers différents événements, à travers différentes situations. Puis vraiment, aujourd'hui, je suis fière de partager avec vous là, ce temps-là et d'aider les gens de par mon vécu justement à traverser les périodes d'adversité. Donc, si tu peux changer... Jess. Yes. Fait, comme Jésabelle et Jacques ont mentionné, j'ai fait des sports d'élite. J'étais patineuse artistique pendant 17 ans. Faut vraiment prendre l'image, la métaphore, tomber, se relever au pied de la lettre aujourd'hui parce que c'est de ça qu'on va parler. Hein. Tomber, se relever en patin, je pense que je l'ai fait au moins 300 millions de fois. J'ai eu beaucoup de succès au fil de ma carrière, étant donné que j'ai été entraînée par des sommités du domaine, non seulement sur la glace, mais aussi au niveau mental. Donc, pour les gens qui suivent un peu les psychologues sportifs en vogue, Bruno Ouellette, Sylvain Guimond, c'est des gens qui m'ont suivi depuis l'âge de 5 ans. Ce sont eux qui m'ont façonné dans la tête, vraiment. Et puis, c'est grâce à ces personnes-là que j'ai pu plus facilement surpasser là, des événements. Donc, comme on voit ici, j'ai
plusieurs articles de journaux qui démontraient la force de mon patinage, mais j'en ai aussi qui me suivaient des articles lorsque je me blessais, lorsque j'ai dû mettre fin à ma carrière et par la suite transitionner en tant que coach, comme vous voyez au bas de l'écran. J'ai aidé des athlètes et ça, c'est un autre style. De faire une chose, c'est une chose, de l'enseigner, c'en est une autre, et d'élever des gens à atteindre leur plein potentiel. Et c'est ce que je suis là pour faire aujourd'hui. Dans ma carrière professionnelle, ça fait plus de 10 ans, comme Jacques mentionnait, que j'ai travaillé au niveau entrepreneuriat. J'ai été dans les banques pendant 2 ans. J'ai rapidement su que ce n'était pas ma place. Je suis une fille de terrain. J'aime mieux en bon français, aller me casser la gueule dans le par terre et recommencer et rebâtir que d'aller vers la facilité, la sécurité. Fait que c'est ce qui fait que je vais pouvoir vous donner quelques petits outils aujourd'hui. Comme j'ai mentionné, j'ai dû mettre fin à ma carrière. On s'entend, il y a déjà plus de 10 ans. Lorsqu'on tire une révérence sur une activité, sur un événement, sur quelque chose qui nous arrive. Là, je fais une connotation avec le sport, mais ça peut être de quoi comme une transaction, une amitié, une relation. Il y a plein de choses qui peuvent avoir fin dans notre vie. Donc lorsqu'on vit une perte, OK, lorsqu'on suit un cours d'idées qui finalement ne se développe pas comme on le voudrait, comment vous vous définissez? OK? On vient de vivre un échec, on vient de vivre une perte. On pense qu'on n'est plus intéressant. Moi, j'ai vécu ça dans ma carrière sportive. Lorsque j'ai mis fin à ma carrière, c'était une blessure. Je ne savais pas où m'en aller. J'ai dû me questionner. J'ai dû me redéfinir. J'ai dû me redonner une valeur. Si maintenant, vous pouvez penser, c'est sûr, on en vit tous des moments comme ça, repensez à un événement qui vous est arrivé malgré vous. Comment vous vous êtes senti? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre esprit? Donc, si on sait une chose, c'est que notre esprit est puissant. Pour ceux qui sont présents dans les milliardaires Mindset Club depuis quelques événements, ça c'est le 7e, vous avez vu par les exercices de Jézabel que notre esprit est très puissant. Parce que c'est ce qui fait que lorsqu'on pense à quelque chose, on va prendre action par rapport à ce qu'on pense, parce qu'on agit en intégrité, en tout cas normalement, avec ce qu'on pense. Et puis nos actions vont définir les résultats. Donc, que ce soit des actions qui nous amènent vers le haut ou vers le bas, on va obtenir un résultat, right? Donc, la simplicité dans ce que je vais vous montrer, c'est que juste en prenant du recul, on peut se réinventer. Ça a l'air de chose facile à dire comme ça, mais ça l'est. Vous allez voir, je vais vous montrer comment faire pas à pas. Et par la suite, vous allez pouvoir développer la technique. C'est un travail qui se fait sur le long terme. Comme j'ai dit, j'ai travaillé avec des psychologues sportifs pendant une décennie, plus qu'une décennie. Et c'est un travail constant. C'est un travail qui mérite d'être effectué au quotidien. C'est un peu comme aller au gym, mais pour le cerveau. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Alors, lors de cette présentation-là, je vais vous aider à faire 3 choses. La première, ça va être de comprendre les outils, comprendre les sources de frustration, dans le fond, qui se passent. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on est frustré pour pouvoir les dépasser. Ensuite de ça, je vais vous montrer comment changer votre attitude rapidement, puis comment devenir une personne inébranlable, ou comme en anglais, j'aime dire, unfuckwittable. OK? Donc, pour comprendre la tristesse, pour comprendre la frustration, il faut savoir d'où elle vient. C'est quelque chose qui est naturel. C'est quelque chose qu'on vit tous. On connaît le patois, toute bonne chose a une fin. C'est parce que c'est vrai. Il y a des moments up and down dans la vie. C'est inévitable. Puis c'est quelque chose qu'en tant qu'humain, on a des émotions, on n'est pas des robots. On les vit pleinement, que ce soit des hauts ou des bas. La solution ici, puis qu'est-ce qu'on recherche? C'est d'aller au-delà de ces moments-là. Donc, avoir une certaine maturité pour les reconnaître et les gérer, mais non seulement ça, c'est d'arriver à un statut de vibration, un statut de personnalité qui va vous libérer, okay? Qui va vraiment vous permettre d'être inébranlable, comme je disais. Okay? C'est bon pour le moral, c'est bon pour l'estime de soi, c'est bon pour les gens autour de nous et c'est ce qui fait qu'on attire plus d'abondance là, dans notre vie, donc qu'on reste avec plus de succès. Alors, lorsqu'on vit une émotion négative, okay, qu'on vit un événement négatif, okay, on a une petite loupe ici. Pourquoi? Parce que c'est important de savoir où est-ce qu'on regarde.
Donc, tu sais, il y a des gens qui vont se qualifier comme des personnes positives. Normalement, c'est des personnes qui, lorsqu'ils vivent un événement qui est indésiré, ils vont se focaliser directement en mode solution. Donc, ils vont chercher à trouver, avec leur petit groupe, des façons de faire pour pouvoir sortir de cette énergie-là et grandir de ça. À l'inverse, il y a des gens en ce moment qui regardent avec leur loupe et voient que des problèmes. OK? Donc, on va y aller en 3 étapes, comme je vous disais, pour pouvoir grandir et devenir une personne vraiment inébranlable. Donc, la première étape qu'on va faire ensemble, ça va être de déterminer exactement le moment lorsque vous éprouvez une émotion qui est indésirée et la source de celle-ci. Étape 2, ça va être d'apprendre à changer son attitude rapidement, en claquant des doigts ou en faisant « chut » avec notre esprit. OK? Je vais vous donner un outil, vous allez voir, j'étais la personne la plus rancunière au monde déjà à l'âge de 7 ans et je suis maintenant une personne qui est changée instantanément, tout de suite dans une attitude positive. Puis l'étape 3, je vais vous montrer comment acquérir les connaissances nécessaires pour devenir inébranlable. OK? Donc, ensemble, l'objectif, je vais changer, ça va être d'interrompre un sentiment négatif rapidement. Ça va être de recentrer son énergie sans être affecté. OK? Parce que c'est une chose de trouver des outils pour fake it till you make it. On va apprendre, on va dire superficiellement, à changer de mindset. Mais le vrai objectif ultime, ça va être de réellement être neutre face à des événements. Que peu importe que ce soit négatif, positif, on reçoit l'information et on prend action et on bâtit à partir de là. Donc, la méthode que je vais vous montrer, ça va vous aider à limiter les risques de ruminer du noir, de rester dans un événement qui est perpétuel, qui va vous amener dans une spirale de la mort vers le bas. Ça va être de vraiment qu'on garde un corps sain, un esprit sain, qu'on garde le focus, puis qu'on soit quelqu'un qui happy go lucky, les vibrations sont toujours positives, peu importe ce qui arrive. C'est sûr que vous connaissez quelqu'un comme ça, que peu importe ce qui lui arrive, toujours un sourire, toujours ça va bien. Ils réussissent à se remettre sur pied assez rapidement et puis ils vivent leur vie de la meilleure façon possible. C'est notre objectif aujourd'hui. Je vais vous montrer comment faire. Donc, l'étape 1. C'est important de trouver des solutions, c'est important de connaître. Pourquoi les gens vont en thérapie, pourquoi les gens parlent, se questionnent sur leurs problèmes, c'est pour comprendre la source. Puis si on comprend la source, c'est là qu'on peut soigner le bobo. OK? Donc, on peut skipper. Ce qu'il faut comprendre, c'est que une situation désagréable, c'est un conflit, OK? C'est un mécontentement, c'est quelque chose qui nous arrive malgré soi, qu'on n'a pas envie. OK, ça nous apporte une charge. T'sais, on reçoit un message qui n'est pas plaisant, on a une chaleur. T'sais, il y a quelque chose qui se passe physiquement dans soi. Il y a un stress, on ne dort pas, on ne mange plus. Il y a des choses qui se passent dans notre corps qui nous montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. OK? Donc, être capable de pointer ça, c'est relativement facile. OK? On le sait qu'on a une réaction. Mais de comprendre pourquoi, ça, c'est vraiment important. Donc, il faut savoir que le stress, il y a des études que c'est prouvé, les gens stressés vont développer un cancer plus facilement. Donc, ce qu'on pense devient ce qu'on est. Donc, c'est important qu'on traite la situation pour pas que ça se transforme en problème plus grave. OK? Donc, gérer les émotions perturbatrices, ça va nous aider à ne pas perturber l'analyse, OK? Comme c'est écrit là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand tu es frustré, quand tu as le sang qui vient de faire 3 tours, que tu viens de vivre quelque chose de désagréable, est-ce que tu es en mesure de tout de suite te dire « Ah, voici la solution, là, je sais ce que je vais faire. » Tout de suite, tu n'en parles vite. Est-ce que quand tu es en train d'avoir un nuage noir autour de ton visage, est-ce que tu es capable de vraiment voir clair pour pouvoir sortir de cette situation-là? Non. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est balayer ce nuage-là, être capable de vraiment garder là, juste l'essentiel, les faits, pour pouvoir trouver des solutions favorables à la situation. Donc, comme on a dit tantôt, reconnaître,
un sentiment désagréable. Reconnaître la source, c'est une chose très importante, mais somme toute, il faut savoir aussi reconnaître les émotions positives. Donc, lorsqu'on trouve une solution, lorsqu'on se sent mieux à nouveau, il faut se donner une bonne tape sur l'épaule. Il faut se faire un conditionnement. OK? Pour ceux qui connaissent le terme, je vous invite à le rechercher. Le conditionnement, c'est quoi? C'est d'encourager un comportement. OK? Donc, plus qu'une chose nous arrive, plus qu'on réagit de la même façon toujours, plus que ça devient inné. Donc, il faut se féliciter lorsqu'on a des bonnes émotions. Next. Donc, il y a des façons de faire pour trouver la source de nos problèmes, pour bien diagnostiquer qu'est-ce qui se passe en soi. Donc, il y a des questions ici, il y en a 3. Donc, c'est quoi le problème latent qui me perturbe? OK? Un problème latent, ça serait quoi? Ça serait, il y en a qui vont utiliser le terme PTSD. OK? Quand tu as vécu une situation malheureuse dans le passé, que tu vis quelque chose de similaire et tu réagis comme si c'était ce qui s'était passé il y a 4 ans, il y a 10 ans, il y a 1 semaine. OK? Est-ce que c'est... qu'est-ce qui cause, dans le fond, ce sentiment-là? Est-ce que c'est parce que j'ai une perte de contrôle? Est-ce que c'est parce que ça ne me tentait pas, moi, aujourd'hui, d'avoir un accident d'auto, d'arriver en retard au travail? Est-ce que c'est parce que, tu sais, il faut se questionner sur qu'est-ce qui fait que je vis ça en ce moment? Est-ce que c'est vraiment moi? OK? Est-ce que je fais partie du problème ou est-ce que je fais partie de la solution? Est-ce que je suis en train de me mettre des bâtons dans les roues moi-même ou est-ce que c'est juste la vie qui arrive, puis moi, j'étais là, puis je vis la situation? OK? On peut skipper. Donc, lorsqu'on a déterminé, OK, la source, que ce soit ma faute ou pas ma faute, qu'est-ce qui m'arrive? Okay? Parce que des fois, on se met les pieds dans les plats, puis on sait qu'on s'enligne un petit peu à quelque part de pas trop net, mais on y va quand même. Puis il y a d'autres fois que c'est vraiment un événement qui nous arrive, une surprise, une mauvaise surprise. Donc là, une fois qu'on a déterminé ça, c'est là qu'on peut comprendre comment on va s'en sortir. C'est quoi les opportunités sur lesquelles je pourrais m'accrocher pour changer de vibes, pour changer de situation. Donc, il faut se comprendre aussi avec qu'est-ce qui fonctionne avec soi. C'est pas toutes les techniques qui vont fonctionner. Ce qui est bon pour votre ami, pour votre mère, n'est peut-être pas bon pour vous. Et à l'inverse, ce qui marche pour vous, ne marche pas pour tout le monde. C'est pour ça qu'il faut faire une introspection. Il faut vraiment comprendre d'où la frustration vient pour pouvoir ensuite de ça trouver des solutions. Des fois, c'est long. Une introspection, ça prend pas, c'est pas 25 minutes sur le coin d'une table. Qu'est-ce qui me rend malheureux dans la vie? Qu'est-ce qui me fait que je réagis de façon très puissante à des situations qui sont pas très importantes, qui sont banales? Il faut prendre le temps. Des fois, ça prend des semaines, des années même à master sa personne, mais c'est important de le faire. Donc, en changeant le point de vue sur une situation, c'est là qu'on peut être en meilleure position pour voir des opportunités. Une chose que j'aime faire, c'est prendre une feuille, écrire. Qu'est-ce qui se passe? Et diagnostiquer comme si c'était ma meilleure amie à qui ça arrivait. C'est toujours plus facile de donner des conseils que de les suivre. Donc, pourquoi pas, pour vous, écrire sur une feuille, qu'est-ce qui se passe, de où est-ce que ça vient, puis diagnostiquer comme un psychologue le ferait, votre personne, mais d'une façon reculée. C'est comme un petit hack pour vous aider à un moment donné, devenir efficace envers vous-même en pensant à vous. OK? Donc, une fois qu'on a trouvé des opportunités, donc on a mis sur papier le problème, on a mis sur papier des solutions, on a imaginé notre idéal. Qu'est-ce que je ferais? Si j'avais une baguette magique aujourd'hui, tous les problèmes peuvent s'évaporer si je prends ma baguette magique et je fais ça. C'est quoi ça? C'est quoi la solution? Vous le savez, ou vous espérez trouver la solution, puis vous aimeriez donc ça que X, Y, Z apparaissent. OK? Écrivez-le. Puis après ça, focalisez là-dessus. Parce que si on trouve des façons, des fois, ça peut être ça peut paraître impossible, très créatif. Mais honnêtement, si on voit une chose dans le Milliardaire Club, c'est que tout est possible. Il suffit de mettre son esprit dessus, de s'y accrocher. Puis, tranquillement, pas vite, vous allez voir qu'en décortiquant, ça risque d'être beaucoup plus facile. Il faut aussi y aller une petite bouchée à la fois. Il ne faut pas prendre tout le problème ou toute la situation et essayer de la régler en un événement. Un livre que j'aime beaucoup parle de la loi du 1 OK, le 1 c'est quoi? Puis ça, je le répète beaucoup à mes équipes aussi dans le cadre du travail. Si on est capable à chaque jour d'être 1 meilleur, on a gagné. OK? Parce que 1 ça veut dire quoi? On va prendre l'exemple du café. Il y a des gens qui boivent beaucoup de café. Bien, ils vont éliminer, au lieu de boire 5 tasses, ils vont en boire 4. Ils font une semaine comme ça.
La semaine d'après, ils en boivent 3, 2, 1, jusqu'à temps qu'il y en ait juste un par jour. Mais dans votre vie, vos problèmes, les situations qui arrivent à vous, bien, peut-être que votre 1 %, ça va être de ne pas crier sur les gens quand il arrive quelque chose. Juste ça, ça va vous aider à aller vers une voie pour améliorer. Là, après ça, quand vous ne criez plus sur les gens, bien là, vous pourrez aller et trouver des solutions plus facilement. OK? Next. Donc, ça nous amène à l'étape 2. Donc, la gestion des émotions. Alors, une des façons pour gérer ces émotions, c'est de trouver une façon, on va voir des exemples, de changer votre esprit, OK? De changer le focus que vous avez. Donc, il vous arrive quelque chose que vous n'aimez pas. Comment vous faites pour changer de beat, de vibes, de fréquence? Je vais changer de diapo. Donc, qu'est-ce qui vous rend heureux dans la vie? OK? Donc, il arrive quelque chose de malheureux. Prenez l'exemple de la dernière situation, la plus récente, où est-ce que vous n'étiez pas content. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes encore dans le même mindset? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes encore en train de vous dire « Ah, là, ça n'a pas arrivé comme je voulais. » Ben non. Est-ce que vous pouvez mettre le doigt sur comment vous avez changé d'énergie? Certains vont dire oui, certains vont dire non. Ça peut être aussi bête que ben j'allais pas bien, puis c'est quand que j'ai bien filé après ça? Ah, ma meilleure amie, je l'ai croisée à l'épicerie par hasard. Hey! Allô? Ça peut être ça. Ça peut être j'ai reçu un texto, j'ai gagné 100$ dans un concours, je m'étais enregistrée, j'avais oublié. N'importe quoi. OK? Vous pouvez peut-être vous en rappeler, peut-être que non. Le but aujourd'hui, c'est d'être capable de contrôler et de revenir dans notre esprit positif, de ne pas subir la vie jusqu'à temps que quelque chose arrive de meilleur. C'est pour ça qu'on se sent mieux. OK? Donc, les façons qu'on fait pour contrôler notre esprit, pour contrôler nos émotions, c'est des distractions. OK? Donc, là, je viens d'en nommer qui sont hors de notre contrôle, on va se dire. De rencontrer quelqu'un qu'on aime, un être cher par hasard, c'est le fun, mais c'est pas quelque chose qu'on peut manifester là, à 100% des fois qu'il nous arrive quelque chose de désagréable. Donc, la façon que moi, j'ai appris avec mes psychologues sportifs pour gérer ma personne, pour gérer mes émotions, c'était à travers les distractions. Donc, on a quelques exemples ici. Il y en a qui vont avoir des animaux de compagnie pour sport. Il y en a qui vont aller faire du sport, lire un passage d'un livre ou une citation qui devient votre mantra et qui vous aide à vous accrocher puis à changer d'énergie. Moi, pour moi, c'était la musique. OK? La musique, pour moi, c'est quelque chose qui me fait vivre, qui me fait triper. Puis je vais vous dire que c'est assez drôle parce que quand j'étais petite, j'avais Bruno qui me disait « Écoute ta musique, Stéphanie, tu vas voir, ça va marcher. » Parce qu'il a trouvé, il a pris le temps de trouver qu'est-ce qui me rend réellement heureuse dans la vie. Ça, c'est un travail que vous devez faire aussi, trouver votre distraction idéale. La musique, je trouvais ça facile parce que dans l'auto, quand il t'arrive quelque chose, c'est facile d'ouvrir la radio et de chanter. Tu sais, aller au gym ou aller faire une marche en forêt, des fois, ça va vous causer des détours. Fait essayez de trouver des solutions pratico-pratiques accessibles en tout temps pour pouvoir être plus automatique. Mais la musique, au début, ça me prenait 4 chansons, 4 tunes là, avant d'avoir un sourire d'en face. Hein? Il y a quelque chose qui vient d'arriver, je ne suis pas contente. Rihanna, là, elle pouvait chanter aussi fort qu'elle veut. Là, moi, ça n'allait pas comme je voulais. Hein? Ça en prenait 4. Jusqu'à temps qu'il y ait un refrain irrésistible que je ne pouvais pas m'empêcher de chanter. Je chantais avec la baboune, puis là, à un moment donné, tu chantes, tu es super contente. Jusqu'à temps que je répète l'exercice à travers le temps, parce que, je veux dire, on ne vit pas des frustrations au quotidien, en tout cas, je ne vous le souhaite pas. Si c'est le cas, tant mieux, vous allez apprendre plus vite à gérer vos émotions. Mais lorsqu'il y avait une situation frustrante, je mettais ma musique. Jusqu'à temps que je n'avais plus besoin de mettre ma musique. J'avais juste besoin de moi me chanter un refrain, changer d'émotion. Jusqu'à temps que je n'avais même plus besoin de chanter, chante. Puis je le fais encore physiquement jusqu'à ce jour. Fait que choisir une distraction que vous adorez, ça va vous aider à cliquer, à faire plus rapidement, plus facilement. Si vous devez forcer pour trouver une solution, ou comme je disais tantôt, la marche en forêt, c'est un peu moins accessible. Ça peut être bon si vraiment il y a un gros problème de vie qui vous survient. Puis c'est pour ça que tu peux changer, JS. Il faut trouver une panoplie de distractions. Fait que prenez le temps de penser rapido. Écrivez-moi dans le chat vite de même
Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous rend tout de suite dans une bonne vibe? Qu'est-ce qui fait que vous souriez? Est-ce que c'est le sport? Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est les arts? Est-ce que c'est parler à votre meilleur ami? Regarder un show? Ouais, vélo, marche, musique, yes. D'autres idées? Morceau de piano, wow. La moto, ouais, là, la moto, attention, c'est trop frustré, faut pas aller trop vite. La famille, un chien, faire du vélo, oui. Dans le char avec la musique à fond, ça, c'est mon style. Yes. Volleyball, cuisiner, danser. Nice, vous avez des bonnes façons. La trampoline, oh yes. Cool. Fait que voyez-vous, tout de suite de même, rapidement, vous avez déjà des solutions qui vous viennent à l'esprit. À la fin de la présentation, je vais vous donner un outil que vous allez pouvoir télécharger là, pour justement écrire et faire des devoirs dès qu'il y a une situation plus désagréable qui se produit. On peut changer. Continuer d'écrire, c'est super. Respirer, oui, important. Donc, si c'est important de découvrir pourquoi on est frustré, c'est aussi important d'acquérir la résilience. La résilience, c'est quoi? On peut changer. C'est une façon de voir les choses, OK? Selon moi. OK? La résilience, c'est une façon qui va nous amener à prendre conscience des choix qui vont s'offrir à nous, donc les options qu'on a, pour pas qu'on se sente impuissant. L'impuissance, c'est le pire sentiment au monde. On en parlait tantôt avec Jacques, depuis 2 ans, on vit de l'impuissance. On est forcé de faire des choses ou de ne pas faire des choses malgré nous. Donc, quand on sent qu'on a une possibilité de prendre des décisions, on vit la résilience. OK? C'est comme ça qu'on fait pour sortir de des situations fâcheuses. Donc, on voit ici nos petites portes. OK? Quand l'adversité arrive, là, est-ce qu'on a un gros message une semaine d'avance? Hey, il y a un problème qui s'en vient. Attention, pas pantoute. On est pris au dépourvu. Ça nous arrive là, et on a l'impression que ça prend de l'immédiat pour gérer une situation. Bon, si c'est une situation dangereuse, oui, il va falloir aider quelqu'un à sortir de la noyade. Si ça peut arriver, ça. Mais si c'est une situation qui nous arrive plus du quotidien, on n'est pas obligé de donner l'immédiat. On peut prendre le temps d'analyser et de penser avant d'agir. On dit souvent ne pas prendre de décisions permanentes basées sur des émotions temporaires. Ça prend son poids ici. Parce qu'avoir une approche qui est proactive, comprendre qu'est-ce qui se passe, puis prendre des petites décisions, comme je disais tantôt, ça va nous donner un sentiment de contrôle à nouveau. Et on n'est pas obligé de régler le problème en une seule shot. On peut prendre une feuille, on peut juste voir une affaire qu'on devrait faire, et là, déjà, on va se sentir mieux. OK? Donc, peu importe la situation qui nous arrive, si on peut juste savoir qu'on influence le résultat, que nous, on contrôle où est-ce qu'on va s'en aller par après, déjà, on se sent mieux. Hein? Des fois, pensez à une situation qui vous est arrivée. Je vais prendre un exemple, un souci financier. C'est pas le fun. Comment je vais faire? Comment je vais faire? C'est stressant, on n'endort plus, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Lorsque vous trouvez une solution, vous pensez avoir trouvé une solution, comment vous vous sentez? Vous avez l'espoir. Vous êtes content parce que là, il y a un optimisme qui vient se créer en vous et c'est sur ça que vous devez vous accrocher pour ouvrir une à une les portes qui vont vous aider à gérer la solution, trouver le résultat que vous souhaitez. Donc, un livre que j'ai beaucoup aimé, que je vous invite à prendre en note, c'est The Resilience Factor. Là-dedans, ça va vous aider à comprendre à quel niveau de résilience vous êtes actuellement. Il y a beaucoup de questionnaires là-dedans. Ultimement, ça va vous aider à renforcer votre optimisme, à prendre des risques puis profiter de la vie. Okay? Parce que le but de ce qu'on parle là, c'est de profiter de la vie, c'est de toujours être heureux, c'est de toujours être dans une attitude qui est positive, puis peu importe ce qui tombe sur vous, que vous soyez en mesure, comme de l'eau sur le dos d'un canard, laissez ça couler, puis passez à la prochaine minute, à la prochaine heure de votre vie, sans broyer du noir. Donc, je vous invite à le prendre en note. The Resilience Factor, c'est quelque chose de très, très bien. Donc, dans le Resilience Factor, on voit ce diagramme-là, qui est une roue qui tourne. Donc, on le sait, la vie, tantôt, on parlait d'une spirale infinie. Tu sais, des fois, quand ça va mal, ça va mal.
il faut mettre le doigt dans la roue pour arrêter, ça va mal. Donc, comment qu'on fait ça? Bien, ici, Ravitch Chat explique dans le fond que peu importe où est-ce qu'on commence dans la roue, moi, je vais commencer avec contrôler les impulsions. Quelque chose vous arrive, vous allez faire le tour. Donc, on va analyser. On va trouver une méthode efficace pour soigner le bobo, pour arrêter la situation. On va devenir plus optimiste parce qu'on a trouvé des solutions. On va aussi avoir de l'empathie. Tu sais, des fois, on voit des gens. Moi, les gens, des fois, là, rage au volant, exemple. Je compte une anecdote. J'ai déjà vécu un moment de rage au volant au Carrefour Laval. La fille, je reculais très tranquillement, très paisiblement pour pouvoir aller dans le stationnement et elle se met à klaxonner et hurler à tue-tête, comme si je venais d'écraser son chien. OK, il n'y avait rien qui se passait. C'était agressif. Puis ma réaction éminente fut de sortir du char puis faire « Hey, qu'est-ce que t'as? » Puis là, finalement, elle aussi sort du char. Puis là, elle me regarde, elle crie. J'ai fait « Oh my God, c'est pas normal. » Puis à la place de gueuler, ben, j'ai fait « Écoute, je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, là, mais juste te dire que c'est temporaire. Ça va passer. Ça va bien aller. » Elle a pleuré. Pleuré. On a fini par aller prendre un café après pour discuter de sa vie, puis il y avait une séparation. Elle venait d'apprendre qu'elle avait le cancer. Fait que de l'empathie, lorsqu'on comprend ses problèmes, puis lorsqu'on comprend que tout le monde en vit, ben c'est plus facile hein, de laisser les gens vivre leur vie, puis de laisser les choses aussi couler. Parce qu'on a toujours le choix, réagir ou pas. Et ainsi va la roue. Fait que je vous invite à lire le livre pour vraiment en apprendre plus là, sur toutes ces techniques-là. La résilience, comment qu'on l'acquiert? Donc, on a des choix pour la renforcer. Parce que comme un athlète, comme un entrepreneur, comme un vendeur va réciter ses pitchs, va réciter sa performance pour devenir meilleur, bien, la résilience, ça se travaille aussi. Fait qu'on on choisit, dans le fond, la façon qu'on traite nous-mêmes ou les gens de notre vie avec la résilience. On peut choisir aussi de se donner des petits bonbons parce que la résilience, ça s'acquiert, c'est comme une récompense. Donc, lorsqu'on vit des situations plus stressantes, il faut prendre soin de soi pour réussir à canaliser, à se questionner et à trouver les solutions. Une des façons que moi, j'aime beaucoup, c'est le sens de l'humour. Tu sais, des fois, à la place de vivre une situation, d'être comme « bon, qu'est-ce qui se passe? » Le sarcasme, ça l'aide. C'est prouvé aussi scientifiquement que rire, même faire exprès de rire, le faker, ça vous fait rire pour de vrai, ça rend heureux pour de vrai. Okay? Les recherches, c'est là. Donc, rire, c'est une excellente façon de regarder une situation puis juste de dire « bon, ben coudonc, hein? C'est là, c'est ça. » Puis là, vous allez voir, la situation va se virer un petit peu plus vite. Une autre façon, c'est de s'entourer, tu peux changer, c'est de s'entourer de personnes positives. Hein? On est une 50aine aujourd'hui réunis. On est, je vais dire, des gens qui sont intéressés par le positivisme, qui sont intéressés vers les solutions puis à grandir. Fait que s'entourer de gens comme le groupe qu'on comporte aujourd'hui, c'est une des façons aussi de réussir à avoir une meilleure résilience, avoir des pratiques spirituelles, peu importe, là, moi je crois en l'univers, en Dieu, d'avoir une force externe qui m'aide. C'est une façon aussi de s'accrocher pour avoir une plus grande résilience, pour se dire, y a-t-il quelqu'un en haut qui peut m'aider en ce moment? Si tu y crois vraiment, ça vient de te donner une force, que ce soit réel ou pas, d'accomplir et de trouver des solutions. Vous êtes en contrôle. Okay? Ça, c'est important de le garder en tête. Vous êtes en contrôle de tout ce qui se passe en vous et autour de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, vous ne serez plus jamais pris au dépourvu. Okay? Quand vous savez que la vie va vous en jeter des patates, que la vie va vous en donner des situations, des défis, mais que vous êtes prêt, OK? Ben, vous allez pouvoir recentrer rapidement vos émotions et prendre le temps de réfléchir à des solutions. Ce qui nous amène à l'étape 3, c'est de devenir inébranlable. Donc, devenir inébranlable, ça n'arrive pas automatiquement. Comme au début, j'ai dit, moi, ça m'a pris quelques années avant de pouvoir cliquer, avant de pouvoir dire chut automatiquement. OK? Mais ça se fait. Je l'ai fait. OK? Puis, comme je l'ai dit, il n'y avait pas plus tête du coin. Donc, une fois que vous avez trouvé votre méthode idéale, une fois que vous avez trouvé qu'est-ce qui fait que, en claquant les doigts ou à peu près, je redeviens dans un bon état d'esprit.
bien, ça va vous aider à être mieux préparé à faire face à n'importe quelle situation, que ce soit personnelle, professionnelle, sociale, environnementale. Peu importe ce qui arrive, là, c'était mondial avec la COVID, peu importe ce qui arrive dans votre vie ou autour, avec des bons outils, vous allez être capable de gérer et de rester en contrôle. Vous allez être capable de mieux analyser parce que vous allez pouvoir prendre du recul, vous allez pouvoir planifier la suite des choses. Il y en a, je suis vraiment désolée, il y en a dans la pandémie qui ont perdu leur emploi. Moi, j'ai vu dans la pandémie 2 types de personnes. Il y a des gens qui ont perdu, ça a été la fin pour eux. Il y a des gens qui se sont réinventés. Il y a des gens qui, à cause de la pandémie, ont eu le guts de se partir en affaires, ont eu le guts de laisser la job que j'aime pas ça. Tu sais, quand plus rien de distraction est disponible, puis que là, tu vis ta job pour de vrai, là, ou une situation familiale. Il y a des gens qui ont strive, il y a des gens qui ont élevé avec la pandémie. C'est 2 types, mais c'est parce qu'il y avait un sentiment de contrôle. Il y avait un sentiment de savoir où est-ce qu'il allait. Ça a été aussi un moment de ne plus sortir, de rester chez soi, d'introspection pour plusieurs. Donc, si on a saisi le moment comme il faut, bien, c'est sûr qu'on est capable de faire face à des frustrations plus facilement. Donc, pour comprendre les frustrations, c'est une chose, mais les recadrer aussi. OK? Donc, lorsqu'on change son point de vue, si on voit une frustration comme un événement qu'on subit, quelque chose qui est juste négatif en général, c'est sûr qu'on va retourner en rond pendant un petit bout de temps. Par contre, si on voit les événements plus frustrants comme une opportunité d'apprendre à se connaître, une opportunité de se challenger, une opportunité de voir au-delà de quoi on peut aller, c'est sûr que là, ça devient plus facile d'embrasser ce changement-là, parce qu'une frustration, c'est un changement de situation. Ça peut devenir très positif. Donc, l'expérience s'acquiert avec le temps, mais aussi à travers les erreurs. C'est essentiel, qui ne tente rien de rien. Donc, vivre des frustrations, c'est une amélioration. C'est une opportunité pour vous de prendre ça et de bâtir étape par étape pour accéder à des plus hauts niveaux. Lorsque vous vivez une frustration, si vous réagissez toujours de la même manière, vous arrivez au même point, c'est votre opportunité maintenant de changer ça et de bâtir pour devenir meilleur. Donc, il faut se concentrer sur ce qui est important. Tantôt, on avait une loupe. Hein? C'est important de prendre le contrôle de notre esprit, de se shaker. Hein? Il y en a des fois qui vont dire « snap out of it ». Juste change. Là, tu dis « ouais, mais là, c'est bien plus facile à dire qu'à faire ». Là, vous le savez comment faire. Vous avez votre distraction. Vous avez votre personne ressource avec qui vous pouvez aller pour mieux vous sentir. Si vous vous concentrez sur ce que vous voulez, hein, ultimement, comme on a vu tantôt, j'aimerais donc ça, ma baguette magique, pouvoir faire apparaître, je ne sais pas quoi, OK? Bien, vous allez trouver des solutions. Comment je vais faire pour avoir la situation idéale? Ah, ben je devrais peut-être appeler quelques ressources que j'ai autour de moi. Ben je devrais, si c'est physique, je devrais aller m'entraîner. Si c'est au travail, ben peut-être que je devrais suivre des formations ou demander au top représentant de le suivre dans ses déplacements. Lorsque vous avez l'idéal, lorsque vous avez bien clair en focus avec vous ce que vous voulez, les solutions vont apparaître. Vous allez voir, ça va être bien plus facile que vous le pensez. Pour réaliser ça, il faut être calme. Donc, il faut apprendre à se détacher émotionnellement. Ça, c'est drôle parce que, je le dis dans mes équipes, on s'en fout. Il n'y a rien qui t'arrive qui est personnel. Il n'y a rien qui t'arrive que quelqu'un s'est dit un matin, « je vais aller gosser Stéphanie, je vais faire ça exprès. » Il faudrait être vraiment un super vilain là, pour faire ça dans la vie. Ça n'existe pas réellement. Okay? Des gens comme ça ou des situations comme ça, un accident, ça arrive. C'est pas un choix. Okay? C'est le fate, oui, le destin, mais c'est toujours des tests. Donc, plus qu'on apprend à se détacher, à comprendre que ce qui nous arrive, c'est pas personnel à soi, c'est la vie qui arrive. Plus qu'on est capable de tout de suite aller vers notre méthode pour changer d'attitude, de regarder quelque chose. Moi, maintenant, je reçois des messages. Il n'y a même pas d'émotion. Je constate la situation, je la lis, je la prends en compte, et là, je décide. C'est un problème sur combien sur 10, OK? C'est une gravité de 10 sur 10. Pour moi, 10 sur 10, c'est le décès, c'est le cancer, c'est grave, 10 sur 10. 1 sur 10, c'est un problème
professionnel, un problème de logistique d'horaire, tu m'as oublié, peu importe. Des 1 sur 10 ne méritent pas d'être des 10 sur 10. Et souvent, on va faire de 1 sur 10, des 5, des 10. On le sait, des fois, on réagit, on overreact à des situations. Donc, être capable de se détacher, ça va vous permettre de prendre du recul, d'analyser, puis vraiment de trouver des méthodes positives pour surpasser cet événement-là. Puis, vous allez voir, plus que vous êtes meilleur à cliquer, à changer d'émotion, plus que votre vie va s'élever. Et c'est comme ça qu'on atteint des hauts niveaux sportifs, des hauts niveaux professionnels, des hauts niveaux dans nos relations aussi, hein, avec un conjoint, avec des amis. C'est comme ça qu'on fait pour bâtir, puis demeurer quelqu'un qui est attirant pour les autres, puis l'univers aussi, parce que tout est énergie, on attire ce qu'on est. Donc, en résumé, comment on gère les frustrations en période d'adversité? Donc, tu peux changer. Donc, on va définir la source de nos frustrations. Donc, en mettant le doigt sur le bout, on va être capable de choisir une méthode pour changer de mindset. Tu sais, si c'est un événement qui nous arrive pendant qu'on est en vacances, ben peut-être que d'aller prendre un bon petit pina colada puis prendre une marche en forêt, ça va nous faire du bien. Si c'est un événement qui arrive au travail, ben peut-être que pour changer de mindset, on va aller faire un petit 15 minutes dans l'auto à écouter de la musique à tue-tête comme on a vu tout à l'heure. On va analyser la situation. Donc, une fois qu'on a shaké, là, qu'on a sorti notre événement, que là, on se sent mieux à nouveau, on va analyser qu'est-ce que je peux faire pour changer la situation. Puis, ultimement, ça va nous amener à vraiment devenir inébranlable puis se détacher émotionnellement de la situation pour rester pratico-pratique, pour garder le focus sur un objectif et tout faire pour y arriver. Et peu importe ce qui se passe dans notre vie, c'est pas grave, on va y arriver. Pour finir, je veux vous partager un exercice. Okay? C'est une chance pour vous de vous découvrir. Je vais vous le mettre dans le groupe chat. Vous pouvez cliquer pour aller downloader. C'est une page que j'ai créée. Okay? Vous allez voir à travers celle-là. Vous allez pouvoir l'imprimer 2000 fois si vous voulez. Okay? Moi, je vous dis, c'est un outil. Jusqu'à temps que vous arrivez à naturellement cliquer des doigts, dire chuch, vraiment être capable de focusser, que vous allez trouver votre méthode et que c'est votre go-to pendant des mois, des semaines, des années, jusqu'à temps que vous arrivez à tout de suite voir les choses et être inébranlable, utilisez cet outil-là parce que ça va vous permettre de définir les sources de votre frustration, de voir quelle méthode est la plus appropriée pour cette situation-là. Si vous voulez, dès aujourd'hui, l'imprimer et peut-être analyser, faire une introspection sur le dernier événement ou l'événement le plus marquant qui vous a frustré dans votre vie, ça va vous aider à apprendre à mieux vous connaître. Fait que vous allez pouvoir écrire qu'est-ce que vous ressentez en ce moment, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas contente, pourquoi, c'est quoi la source. Après ça, c'est quoi la méthode que vous pouvez utiliser pour changer l'attitude. Bon, là, j'étais à 2000 km de chez moi, j'avais pas mon téléphone, je ne pouvais pas appeler ma mère. OK, c'est quoi ton backup? C'est quoi ta deuxième solution pour t'aider à changer le mindset? OK? Maintenant que tu sais faire la différence sur les différentes méthodes pour changer d'attitude, qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment pour remédier à la situation? C'est quoi ton idéal, ta baguette magique? La troisième étape, c'est la baguette magique. Qu'est-ce que tu voudrais faire si toutes les ressources étaient disponibles? Puis en dernier, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là? Ah, j'ai grimpé dans les rideaux un petit peu haut la dernière fois que ma sœur m'a dit qu'elle allait être en retard pour aller voir le film au cinéma. Comment j'aurais pu réagir la prochaine fois? Si ça réarrive qu'elle est en retard, comment je voudrais me sentir? Ce genre de choses-là. OK? Donc, en utilisant ce petit outil-là, vous allez être en mesure de grandir, de faire comme moi, de voir un événement, de rien sentir. Pas parce que vous n'avez pas de cœur, mais parce que vous comprenez que pour pouvoir vivre votre meilleure vie à votre plein potentiel, c'est vital que vous vous détachiez des situations, que vous observez comme un spectateur quand quelque chose arrive et que vous placez le doigt sur le bobo pour avoir des solutions, pour pouvoir être quelqu'un qui devient calme, qui devient, attirant de la façon que vous êtes paisible, en contrôle. Pourquoi les gens qui réussissent ont du succès?
C'est à cause qu'ils maîtrisent ça. Dans un livre, il y a vraiment longtemps, j'avais lu, les gens les plus en contrôle agissent, ils bougent même, ils parlent de façon relaxe, tranquillement. La reine Élisabeth, là, hein, le unfuckwithable, le inébranlable, c'est genre master de master, elle, là. Son bonjour, comment qu'elle fait? Ouais. Dans une fois, il y a 3 millions de personnes qui la regardent et comme ça, tranquille, elle est en contrôle. C'est sûr qu'elle est en contrôle de très beaucoup, là, mais c'est le meilleur exemple qu'il nous donnait. À l'opposé, qu'est-ce qui n'est vraiment pas en contrôle dans la vie? Eux ont donné l'exemple dans le livre du petit écureuil. Hein? Tu mets un écureuil là, sur l'asphalte en plein milieu dans un terre vacant. Comment il se sent? Il bouge vite l'écureuil. Il va vite, 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 vite. Il va vite. Il essaie de penser à tout à l'heure, puis probablement qu'il y a un prédateur qui va le voyer. Fait que soyez pas l'écureuil. Quand il arrive une situation, soyez le Queen Elizabeth, le roi George, peu importe qui, agissez avec tranquillité. Restez et sachez que vous êtes le maître de votre destinée et que si vous prenez le temps de juste revenir à vos sens à travers les méthodes que vous aurez choisies, vous allez être capable de mettre sur papier, de juste penser à des solutions. Et peu importe le temps que ça prend, sachez qu'il n'y a rien qui nécessite de l'immédiat. Souvent, les gens, surtout à cause de nos téléphones, c'est tellement accessible, on pense que les gens méritent une réponse là, qu'on a besoin de trouver une solution maintenant. C'est fou. Vous pouvez prendre le temps qu'il faut pour vous ressourcer, dépendamment de, sur une échelle de 1 à 10, la gravité réelle de la situation. Vous pouvez prendre plus de temps, moins de temps. Et plus vite vous allez être inébranlable, plus vite dans votre journée, vous allez pouvoir éliminer les situations futiles qui vous ralentissent dans votre succès. On est le Milliardaire Mindset Club avec Isabelle et Jacques. Et l'objectif ici, c'est de devenir 34 piastres la seconde. Puis pour être à 34 piastres la seconde, si on pense à Jeff Bezos, est-ce que vous pensez vraiment que sa sœur en retard au cinéma va le rendre fou? Non. OK? Fait que je vous adore. Merci de votre écoute. Je suis vraiment fière d'avoir participé à ça avec vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre à travers les médias sociaux, LinkedIn, comme vous avez vu mes liens. Je ne suis pas psychologue. Je suis entrepreneur en immobilier, mais ça va toujours me faire plaisir d'échanger. Et si les méthodes fonctionnent pour vous, s'il vous plaît, dites-le moi parce que c'est quelque chose, comme je vous dis, ça m'a pris des années à maîtriser. C'était un aperçu aujourd'hui. Mais vraiment, c'est quelque chose que vous pouvez développer. Puis j'espère que ça va vous donner des ressources aussi pour faire plus de recherches, puis développer, là, moi, c'est une passion, là, la croissance personnelle, j'adore ça. Isabelle aussi et Jacques. Donc, c'est quelque chose qu'on travaille avec le temps, puis qu'on adapte et qu'on découvre à sa couleur. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les écrire, là, peut-être m'aider là-dedans, JS, là, parce que là, je ne les spot pas tout. Si vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit, par rapport aux outils disponibles, n'hésitez pas, là, ça va me faire plaisir. Oui, ou peut-être elle pourrait faire un commentaire si vous voudrez, élève la main et vous pourrez partager qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui. Oui, ou peut-être des exemples, peut-être que vous le faites déjà, ça, peut-être que vous avez déjà des trucs et astuces qui fonctionnent pour vous. C'est toujours intéressant de le savoir, ça aussi, là. On pourrait avoir des questions. OK, alors merci beaucoup Stéphanie, c'était extrêmement intéressant. J'ai tout écouté de A à Z et j'ai reconnu certaines pratiques que je faisais, mais d'autres que je ne faisais pas, que je pourrais m'améliorer. Alors, ce n'est pas l'âge qui donne nécessairement toutes les sagesses et toutes les connaissances. Et, merci beaucoup. Moi, ça va m'apporter beaucoup. Je suis persuadé que tous les participants vont apprendre quelque chose. Ils vont sûrement télécharger ton petit exercice. Et on est fiers d'avoir des gens comme toi parmi nous au Québec, dans le monde, des gens qui existent, qui sont positifs, qui ont réalisé. Et malgré ton jeune âge, tu es rendu très, très loin dans tes réalisations. Et c'est très inspirant. J'espère que le monde va s'en inspirer. Fait que merci beaucoup, Stéphanie, et au plaisir de te revoir lors d'une autre participation. Isabelle, as-tu un petit mot de conclusion? Oui, merci beaucoup, mais c'est vrai que les gens ne voudront pas, ou nous ne voudrons pas vivre une situation d'adversité, mais dans mon chemin, je veux dire que c'est une bénédiction, les adversités, vraiment. Parce que là-bas, c'est quand tu te rends compte que tu es forte
que tu peux sortir. Oui, c'est dur, mais il y a un moment que les événements viennent un après l'autre, que tu te rigoles vraiment. C'est comme, encore? OK. Donc, après de pleurer, tu te rigoles parce que c'est OK, je comprends, c'est un jour à la fois, je devrais être patiente, et je m'aime, je m'embrasse, et je fais ce que je dois faire pour régler les choses, et profiter, même les adversités, ils ont sa partie de lumière, une grosse lumière. Et il y a une phrase que je voudrais vous partager parce que je l'aimais pour fermer mon intervention, c'est quand on-off se brise sous l'influence de l'extérieur, c'est une rupture. Mais si l'off se brise de l'intérieur vers l'extérieur, c'est la force de la vie qui se manifeste. Donc, l'adversité, c'est ça pour moi. Vraiment. Alors, n'ayez pas peur. Merci, Jésabelle. N'ayez pas peur d'adversité. Ça fait partie de la vie. Et vous aurez à en vivre tout au long de votre vie. Le degré d'importance, comme Stéphanie disait, c'est vous qui l'élaborez. Si vous paniquez à chaque chose, vous allez vous rendre malheureux pour rien. Mais c'est un bon exercice de mettre des degrés d'importance. Et tu as raison pour dire que c'est la vie qui est important, qui est au degré numéro 10, mais tout le reste devrait être au degré numéro 1. Il n'y a pas vraiment d'urgence. La vie, le système nous impose des urgences. On se crée nous autres même des urgences, entre autres tous ces médias sociaux qui sonnent sans arrêt et qu'on se sent obligé de répondre immédiatement. C'est faux, on n'est pas obligé de répondre immédiatement, mais ça devient stressant. Alors, apprenez à contrôler vos émotions, vos réactions, et la vie va être beaucoup plus facile et ça va vous permettre de focusser sur ce qui est vraiment important dans chacune de vos vies respectives. Alors, merci beaucoup. Oui, Jésabelle. Une autre chose, désolé. Merci beaucoup à tous les participants et aussi merci à la Société de Crédit Mo Québec, notre commanditaire. Et la séance prochaine, notre séminaire présentiel va être très intéressant parce qu'on va parler de pourquoi c'est important d'avoir un portfolio diversifié pour avoir ta richesse ou comment les milliardaires les font pour comprendre plus où est-ce qu'on devrait voir. OK? Donc, avec ça, on va avoir une conférencière qui est déjà, il a des succès dans les investissements dans la bourse. Il n'est pas une broker, non, c'est seulement une personne comme vous et moi qui fait des investissements, que ça marchait, et il voudrait vous partager son expérience et des petits conseils si vous êtes intéressé à faire pour vous-même, c'est ça, il ne travaille pas pour la bourse, seulement, on voudrait vous donner des différentes opportunités de voir qu'il y a façon de faire la fortune dans différents domaines plus que l'immobilier pour certainement n'avoir pas toutes les offres dans le même panneau. Donc, c'est ça. OK. Alors, merci tout le monde. Nous, on est en Martinique, comme on vous disait en début. On a une présentation ce soir et une autre demain toute la journée. Et ça nous fait plaisir d'être ici. Une vacance en même temps qu'on fait un petit peu de travail et on suit toujours nos dossiers de financement. Donc, la vie est belle. On est dans l'adversité, mais on la contrôle très bien. Puis ça ne nous démolit pas. Alors, bon mois à tout le monde et au plaisir de se voir en présentiel à la fin d'année.